Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Renforcement des capacités de la surveillance maritime et les opérations de sauvetage. Au Nouvel Mondial, l'armée israélienne prend d'assaut l'hôpital Shafar à Gaza. Les détails dans ce journal. Merci encore, messieurs, si vous nous recevez ce journal chez vous. Les détails de ce journal à présent, c'est dans le cadre du prochain recensement général de la population qui aura lieu prochainement, que le ministre des Finances et de l'Économie, M. Ilyes Moussa Dewale, a souligné l'importance cruciale de cette opération d'envergure nationale lors d'une déclaration officielle. Le ministre a mis en avant les tenants et aboutissants de ce recensement, soulignant ainsi qu'il s'agit d'une étape essentielle pour mieux comprendre la composition démographique du pays et planifier également efficacement les politiques publiques. Voici sa déclaration. Je vais dire tout simplement recensement général de la population et de son état. Il est question d'identifier, de compter le nombre de populations vivant en République de Djibouti, mais également l'habitat dans lequel la population de Djibouti vit. C'est un exercice qui est réalisé tous les 10 ans. Et chaque pays dans le monde a besoin de ce recensement parce que le chef de l'État, son gouvernement, l'administration, pour rendre service et pour servir la population, on a besoin de connaître notre propre population. Combien sommes-nous? Où vivons-nous? Comment vivons-nous? Avons-nous de l'emploi? Combien d'entre nous sont au travail? Combien vont à l'école? Combien d'infrastructures scolaires nous avons? Des infrastructures sanitaires nous avons? Combien de migrants vivent avec nous? Combien d'expatriés vivent à Djibouti? Et toutes ces questions-là, on a besoin pour définir les politiques publiques. C'est quoi les politiques publiques? C'est tout le travail de réglementation, d'amélioration des vies. Chaque ministère, chaque institution publique, mais aussi le secteur privé, chaque entreprise, chaque individu djiboutien ou non djiboutien a besoin d'avoir ces informations. Un travail qui est obligatoire pour que nous puissions vraiment apporter des réponses en termes de besoins et de services attendus de la population djiboutienne par rapport donc aux actions du gouvernement. Dans le format de ce journal, en 2030, la population mondiale avoisinera les 8,6 milliards d'habitants. Un chiffre inquiétant qui impose tant de défis au niveau national et international, allant de la densité et l'urbanisation des villes. Nous allons voir dans ce format l'importance des données statistiques dans la politique de développement. Voici un mag de la rédaction. En 2030, la population mondiale sera plus de 8,5 milliards d'habitants. Un chiffre inquiétant qui impose tant de défis au niveau national qu'international, allant de la densité à l'urbanisation des villes. Avec une urbanisation rapide et une démographie galopante, la République de Djibouti tend aujourd'hui vers une métropole en expansion rapide, avec des zones rurales qui se développent en synchronie. En constante évolution, le pays connaît plusieurs défis, tant les changements sociaux et environnementaux complexes, mais aussi des opportunités nouvelles. Mais dans cette incertitude, les chiffres ou données rares jouent un rôle crucial dans la prise de décision éclairée et une meilleure compréhension des tendances sociétales, économiques et
environnementale. Ces informations fournies par les chiffres permettent à tout gouvernement de jeter un regard objectif pour des défis complexes et d'élaborer des stratégies pour un avenir solide. Dans un monde caractérisé par des défis complexes, les statistiques émergent comme un phare de vérité et de sagesse. Ces données objectives ne se limitent pas à de simples chiffres, mais fournissent une base solide pour élaborer des politiques publiques efficaces, que cela soit l'éducation, la santé, l'urbanisation ou encore la planification. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, ces données statistiques permettent au gouvernement de prendre de meilleures décisions pour le bien-être des citoyens. De ce fait, les données statistiques fournissent des outils nécessaires pour comprendre, anticiper et réagir aux changements constants qui se produisent autour de nous. En d'autres termes, ces données constituent une toile complexe de connaissances qui nous permettent de prendre des décisions et guident nos choix en évaluant les options, en anticipant les résultats et en atténuant les risques inhérents. Ainsi, les statistiques, un langage universel qui nous permet de raconter l'histoire de la population, de prendre des décisions éclairées, mais aussi de bâtir un avenir pour tous. Dans un monde qui change, les données statistiques constituent un outil inestimable pour comprendre, mais aussi résoudre les problèmes complexes qui se posent à tout moment. En s'appuyant sur des données solides, le gouvernement peut naviguer avec confiance dans un avenir incertain et travailler ensemble pour créer un meilleur monde pour les générations à venir. Actualité à une de ce journal, le 18 mars 2024, le camp de Doralé a abrité une cérémonie dans le cadre du lancement du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne, mais des opérations de surveillance dans des frontières maritimes et des opérations de recherche et de sauvetage. La cérémonie qui s'est déroulée dans le hall d'honneur du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne sous le patronage du ministre des Infrastructures et de l'équipement, son Excellence M. Hassan Ahmed Ibrahim, qui a réuni, outre le colonel le commandant de la garde-côte, l'ambassadeur du Japon, les ambassadeurs des pays amis, les représentants des corps diplomates accrédités à Djibouti, la chef du bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration à Djibouti, le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, les représentants des institutions indiennes, le colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la marine, ainsi que d'autres invités civils et militaires. Après l'ouverture d'usage de la cérémonie par du Saint-Laurent, une présentation sur les capacités et les missions du département des recherches et sauvetage de la garde-côte et une présentation sur le contenu du projet et son déploiement ont été ensuite exposés aux invités. Ce projet va permettre de renforcer l'action en mer de la garde-côte djiboutienne dans ses opérations de surveillance maritime et dans les activités de recherche, sauvetage et assistance en mer, notamment au profit des migrants. Ce projet est le fruit du financement du Japon à hauteur de 1,50 million équivalent à peu de 135 millions de dollars francs. Pour clôturer la cérémonie, les invités ont ensuite été conviés à prendre part à l'iftar pour célébrer la rupture en ce mois béni du Ramadan dans un cadre agréable et convivial. Décédés traversent la mer. La garde-côte est toujours le pilier de la réponse humanitaire à la mer, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les Djiboutiens, que ce soit pour des étrangers à Djibouti. C'est pour nous un plaisir et un honneur de pouvoir collaborer dans cette nouvelle intervention et de soutenir le travail qui met ensemble le côté de la sécurité à la mer avec le côté humanitaire de la migration qu'on voit à Djibouti. Je vous remercie pour la confiance accordée à l'OIM pour travailler ensemble avec vous et avec tous les partenaires qui sont impliqués. On sait que la garde-côte, les premiers intervenants, mais après, il y a plusieurs partenaires qui seront aussi impliqués, comme le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur et tous ceux qui s'occupent de la réponse humanitaire et de la gestion de la migration à Djibouti. On est présent le coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti qui a mis l'accent sur le pilier que la garde-côte remplit en mer. Depuis mon arrivée à Djibouti il y a 2 ans, le côté IOM et d'autres agences de UN toujours un part de travail qui est en conjoint avec les gardes-côtes.
C'est vrai qu'on a plus de visibilité sur le travail qui se fait avec les migrants sur la route. On a vu les migrants qui sont à pied sur la route, parfois des personnes qui s'arrêtent, qui leur donnent de l'eau, qui salvent des vies, vraiment. Mais dans la mer, c'est moins visible, c'est les gardes-côtes qui font ça. C'est plus difficile, c'est plus compliqué. On veut maintenant que la mer Rouge, c'est vraiment c'était toujours un endroit de passage et ça continue encore de plus en plus. On a plus de trafic de personnes, plus de bateaux de tous les différents types. On a des potentiels accidents et toujours on regarde les gardes-côtes pour les solutions et pour être les premières qui vont arriver. Les gardes-côtes sont, comme dit Tania, les gardes-côtes sont dans le front line. La réponse sont les premiers arrivés sont les seuls arrivés à la mer pour froid. Et vraiment, vous méritez toutes les reconnaissances et tous les soutiens que nous pouvons donner. Je vais aussi remercier l'ambassade du Japon et le gouvernement du Japon pour le soutien pendant le temps à garde-côte de Djibouti et pour confiance dans les agences des Nations Unies. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur du Japon, M. Keiichi, son Excellence M. Keiichi Hara, de prendre la parole et de réitérer le soutien du Japon à travers son ambassade et la JICA au renforcement des capacités opérationnelles de la garde de Djibouti. Honoré de pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de lancement de ce projet. Le monde fait face aux divers conflits et notre planète est affectée par le changement climatique. Nous assistons également au climat économique accentuant la pauvreté. Ce contexte entraîne un flux migratoire significatif à travers Djibouti avec environ 280 000 mouvements de migration en 2023. Malheureusement, de nombreux migrants y perdent leur vie. Tentent de traverser le détroit de Bab el-Mandeb, mais leur vie en péril, ainsi que la sécurité des frontières maritimes de Djibouti. De plus, l'OIM a recensé 88 migrants en 2023 le long de la route de l'Est, sans compter probablement de nombreux autres qui perdent leur engagement. De ce fait, l'assistance humanitaire est indispensable pour protéger la vie des migrants à Djibouti, qui perdent leur vie en raison de conditions difficiles dans leur pays d'origine. La capacité de la connaissance du domaine maritime doit être renforcée pour assurer la sécurité à Djibouti. Dans cette perspective, le gouvernement du Japon a décidé d'appuyer ce projet pour renforcer la capacité de la garde-côte djiboutienne à mener des opérations de surveillance maritime et de recherche et de sauvetage. Le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a souligné dans ses mots que la garde-côte djiboutienne est en première ligne dans l'opération d'assistance et de sauvetage en mer des migrants qui sont victimes des trafiquants. Voici dire. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement qui marque un tournoi décisif dans notre prise en charge des migrants irréguliers. En qualité de commandant de la garde-côte djiboutienne, je suis honoré de vous présenter ce projet ambitieux renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne à mener les opérations de surveillance frontières maritimes et de recherche au sauvetage en mer, qui vise à renforcer les capacités humaines, techniques et matérielles. Nous sommes conscients des défis que nous devons relever. Les tragédies en mer dues à des embarcations inaptes à la navigation sont trop chargées et très fréquentes. La garde-côte djiboutienne sait mieux que quiconque le défi et les difficultés qui résultent des conditions de traversée des migrants. Chaque fille perdue est une tragédie, un rappel d'importance de notre mission. Notre institution vise à travers ce projet à accueillir en priorité un bateau de lance, une question de pression qu'on appelle hyperpar,
et des autres matériels pour sauver les personnes en détresse à la mer. Et ce matériel et des moyens renforcent notre capacité d'accueil d'assistance aux migrants et plus particulièrement les postes frontaliers qui est près des zones d'opération des postes de la garde-côte. Ce projet de renforcement des capacités de la garde-côte amène des opérations de frontières maritimes et de recherche au sauvetage en mer sera conduit avec diligence, professionnalisme et déploiement par tous les membres de la garde-côte djiboutienne. Son Excellence, M. Hassan Ibrahim, ministre des Infrastructures et l'équipement, a clôturé le discours dans son mot, il a pour ça salué le rôle primordial de l'action en mer salvatrice de la garde-côte djiboutienne au profit des migrants irréguliers. Un honneur d'être parmi vous à l'occasion du lancement du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne en matière d'opération de surveillance des frontières maritimes, de recherche et de sauvetage en mer. Le projet est constitué de plusieurs composantes, notamment l'élaboration et la mise en place des procédures opérationnelles sur les opérations de recherche et de sauvetage en mer, le mécanisme des pré-alertes et d'alerte aux appels de détresse, soutien technique et matériel pour le garde-côte djiboutien. En effet, la mise en œuvre de ces projets confiés à l'Organisation internationale pour les migrations OIM à Djibouti, en coordination avec le gouvernement de la République de Djibouti et avec l'assistance technique de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, à travers le soutien du gouvernement du Japon, revêt un caractère stratégique, dans le sens où il vise à étendre les capacités d'intervention de notre garde dans la lutte contre la migration irrégulière et l'action néfaste des trafiquants, ainsi que la détresse des migrants vulnérables. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la République de Djibouti est au carrefour de l'une des routes migratoires le plus empruntées, où chaque année, des milliers de migrants en provenance de l'Éthiopie ou de la Somalie se rendent à Djibouti, ou traversent le pays pour aller vers la péninsule arabique en empruntant ce qu'on appelle souvent la route de l'Est. Il va donc de soi que le gouvernement de Djibouti souhaite se donner les moyens pour assurer une défense maritime et de tout mettre en œuvre pour permettre à la garde-côte de remplir de façon efficace et professionnelle. Autre actualité de journal, conformément à leur programme, traite d'activité et en harmonie avec le sacré de Ramadan. La Fédération djiboutienne des sports de boule a organisé un tour pétanque rassemblant les joueurs engagés dans les activités de la fédération et représentants des 3 communes de l'Ital. Hier soir, sur le site de Cheikh Moussa, le secrétaire d'État chargé de son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil s'est joint au match programmé pour cette 5e journée. Il a été accueilli par le président de la fédération, M. Ali Elmi, ainsi que par le membre du comité directeur. Il a eu l'occasion d'assister à une rencontre de haut niveau des équipes de Laos. Par la suite, le ministre a eu une conversation approfondie avec le président de la fédération portant sur le projet sportif que la structure fédérale envisage de mettre en œuvre. Cet événement a également eu la présence du directeur des sports, M. Abdel, du directeur adjoint de l'ANPS, ainsi que plusieurs autres personnalités du quartier. Le tournoi a mobilisé 32 équipes formées et s'étendra sur toute la période du mois béni du Ramadan. Les finales sont programmées pour le 4 avril 2024. Suivi de ce qu'on appelle le championnat d'été, qui s'est terminé en octobre. On a enchaîné encore le championnat national
s'est terminé le 9 mars et on vient d'assister le tournoi de Ramadan qui va se terminer le fin de Ramadan. Cette année, ce qui est en programme, l'équipe nationale va participer au championnat d'Afrique des pétanques qui va se dérouler au Maroc et le championnat d'Afrique qui va se dérouler en Algérie le 30 avril. Ces équipes qui vont aller ont été sélectionnées sur la base de leur performance en fonction de leur jeu. Et on espère toujours, comme d'habitude, on attend des résultats sur les derniers carrés. Et Inch'Allah, l'équipe de Rafa se sont qualifiés l'année dernière parce qu'ils étaient en troisième position, ils ont remporté les médailles de bronze. Ils se sont qualifiés au Coupe du Monde de RAC qui va se dérouler en Turquie cette année. Et on espère aussi ces équipes qui vont encore ramener un trophée. Tout ça, c'est le fruit de la fédération épaulée. Le premier sponsor de la fédération, c'est le ministère des Sports qui est toujours derrière la fédération. Que ce soit des compétitions nationales ou internationales, que ce soit les préparations des équipes nationaux ou leurs fournitures, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des pitbulls, au niveau du frais de transport. Je remercie ici le secrétariat d'État au sport, la secrétaire générale, le directeur du sport qui sont toujours là avec nous, qui nous épaulent et que leurs portes sont toujours ouvertes pour nous. En ce jour, le Conseil exécutif de l'UNESCO s'est réuni pour sa 219e session afin d'examiner les défis mondiaux pressants et de promouvoir la coopération internationale dans des domaines clés, l'éducation, la science, la culture et la communication. Son Excellence, M. Aïd Moussaïd Yahya, de la République d'Djibouti en France, délégué auprès des COP, il a pris part avec sa délégation. Lors de sa déclaration, il a souligné l'importance de l'action collective et de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. L'ambassadeur a signé le rapport de Madame la directrice générale de l'UNESCO, reconnaissant son engagement vers les valeurs de l'organisation et son analyse perspicace des enjeux actuels. Il a également exprimé ses préoccupations face aux conflits et tensions géopolitiques persistants dans le monde, appelant à une action décisive pour favoriser des solutions pacifiques. En vue de prochains événements tels que le sommet de l'avenir et les conférences sur l'éducation et l'eau, il a appelé à une collaboration renforcée pour relever les défis. Il a également fermement les violations du droit international qui affectent le peuple palestinien dans un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d'un processus politique pour garantir sa souveraineté. Voici l'ambassadeur de Djibouti auprès de la France, son Excellence, M. Aïd Moussaïd Yahya. L'utilité de l'UNESCO n'est plus à démontrer face aux nombreux conflits qui gangrènent le monde et causent des souffrances incommensurables à des millions de personnes, où les tensions géopolitiques et les guerres, en Syrie, au Yémen, en Ukraine, au Soudan et dans les territoires occupés, et en particulier sur la bande de Gaza, persistent, entraînant ainsi des violences et des déplacements forcés. Les pertes de vies humaines, notamment des civils et principalement les enfants et les femmes. Chers collègues, face à ces tragédies qui nous ont été imposées, la communauté internationale, c'est-à-dire nous, les États membres et les organisations internationales que nous avons créées et qui sont dépositaires de notre confiance. Nous devons unir nos forces et éviter les querelles stériles, car nous sommes investis d'une responsabilité collective. Il est donc de notre devoir d'épauler l'organisation pour qu'elle puisse jouer son rôle noble et faire face à des défis. À l'orée du prochain sommet de venir et les conférences passées, telles que le sommet sur la transformation de l'éducation, le sommet sur l'eau. Je souhaite que nous mutualisons les efforts pour permettre à notre organisation de relever les défis. Et à cet égard, je tiens à saluer le rapport de la directrice générale, surtout pour l'effort déployé et les résultats jusqu'à présent. En poursuivant les quatre objectifs qui nous permettent de mieux appréhender l'organisation et ses différents secteurs de programme. Et donc, mesdames et messieurs, à la veille des Olympiades de Paris, de ce qui aurait dû et pu être un moment de paix partagé dans le monde, la triste actualité nous ramène à la dure et réalité de qu'endure depuis 5 mois le peuple palestinien à Gaza et les territoires occupés. Tous les forums sont bons pour dénoncer la brutalité de l'occupation. L'Europe a cessé le feu par la force d'occupation qui fait fi de sa propre histoire et de son passé et de grâce,
après 6 mois de guerre et plus de 30 000 morts, que l'on a cesse de nous ressasser avec le soi-disant droit à l'autodéfense. Il s'agit avant toute chose d'une occupation. Et ce droit est plutôt le droit consacré de celui occupé et non le contraire. Nous ne sommes pas à la tribune des Nations Unies, mais à l'UNESCO, et nous ne devons pas nous résoudre à un silence complice et à l'inaction de la communauté internationale, à savoir nous-mêmes. En égrenant le nombre d'enfants tués, le nombre de journalistes qu'on fait taire à jamais, les écoles et les universités, les lieux culturels et détruits au vu et au su du monde entier, et une armée d'occupation qui fait subir au peuple palestinien la plus grande punition collective jamais égalée, à laquelle il faut ajouter maintenant la famine comme arme de guerre. Mon pays est pris de paix dans les termes les plus fermes ces massacres et ces violations du droit international, des droits internationaux humanitaires qui continuent à des milliers d'enfants et de femmes tous les jours, et cela depuis plus de 5 mois. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, à une reprise du processus politique sérieux qui conduirait à la fin de l'occupation, à l'élection de la Palestine à un État souverain et indépendant. L'UNESCO doit trouver sa place et jouer son rôle dans le domaine où son avantage comparatif le permet, dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la protection des journalistes. Nous voulons ici remercier le secrétariat pour nous avoir tenus informés des dispositions prises en amont pour assister le peuple palestinien. Cette guerre qui touche en premier lieu les enfants, les écoles, la culture, nous pousse à la réflexion de la culture de la paix et de s'aimer la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Depuis la création du centre hospitalier universitaire de Djibouti, un virage à 180 degrés a été amorcé par la nouvelle équipe dirigeante pour améliorer et renforcer la qualité de la prise en charge à tous les niveaux. Durant ce court période, la direction générale du CHU a mis en place plusieurs grands projets d'envergure et notamment la priorité qui a été donnée au service des urgences dans la globalité pour améliorer et renforcer la qualité de la prise en charge de la population. Un nouveau projet de construction et d'agrandissement des services d'urgence aux normes internationales ont commencé récemment au niveau de l'hôpital général Pelletier et de l'hôpital de Balbala d'Ichero. Parallèlement aux activités de construction des urgences, dans la continuité des actions de réorganisation des structures de santé, le CHU a installé un système de relocalisation par GP. Toutes les ambulances du ministère de la Santé et du SMUR étant un service cible délicat. Les ambulances du SMUR étant en jeu des vies humaines au quotidien. Ainsi, pour un meilleur contrôle et un suivi rigoureux des ambulances et du personnel à bord, il a été impératif de mettre en place un système de géotracking qui permettra de localiser et d'envoyer l'ambulance la plus proche du lieu de l'intervention, de suivre le déroulement des opérations en temps réel, de limiter les déplacements hors service et non autorisés, de réduire les frais de maintenance et l'usure des pièces de rechange et ainsi réduire d'une manière drastique le retard et des départs des ambulances vers les lieux d'intervention. L'investissement dans le système du GPS pour le suivi des ambulances et des avantages comparatifs, notamment dans la réduction de coûts, et aider le service médical d'urgence rapide à mieux gérer l'efficacité durant le trajet d'intervention et à s'assurer que l'ambulancier a bien accompli sa mission, a déclaré le directeur général du CHU, le docteur Omar Ismail Mahamoud. Pour rappel, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a insisté dans sa feuille de route pour le gouvernement à l'utilisation de nouvelles technologies pour toutes les institutions publiques pour améliorer le quotidien de la population djiboutienne. Que cette nouvelle technologie permettra réellement à améliorer la prise en charge des patients qui sollicitent nos hôpitaux et en particulier qui sollicitent les SMIR tous les jours. Et nous sommes convaincus aussi que l'amélioration de cette prise en charge permettra et facilitera à la population d'accéder à des soins rapidement et de ne pas rester longtemps sur le lieu de l'accident lorsqu'il s'agit du SMUR. Et je rappelle à la population à chaque fois qu'ils ont besoin du SMUR qu'ils n'hésitent pas d'appeler les 119. Pour la dernière étape de sa tournée dans la région de l'intérieur du pays, la délégation du Douane Zakat, affiliée du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, se rendue dans la ville de Arta pour distribuer la collecte de la Zakat pour l'année 2023 à 120 familles et de parrainage des orphelins à 61 orphelins. L'opération de distribution de cette aide financière qui permettra à ces bénéficiaires de passer le mois sacré du Ramadan, le mois béni
dans des conditions favorables. C'est déroulé sous la supervision du directeur général de douane, M. Suleiman Hussein Moussa, et du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabali Ahmed, en présence du président du conseil régional, M. Elbi Godadé, mais aussi les représentants des segments bénéficiant du produit de la zakat et du parrainage. A noter que la délégation de douane et zakat a effectué la semaine dernière une tournée dans les 4 autres régions de l'intérieur, à savoir Dikid, Ali Sabi, Obok et Tadjoura, pour procéder à des distributions similaires en coopération avec les autorités locales. La zakat est l'un des piliers fondamentaux de l'islam et constitue l'une des valeurs religieuses et sociales les plus importantes de la loi islamique. Elle représente aussi le modèle légal de la solidarité sociale et de la redistribution de la richesse entre les membres de la société. D'autre part, ce parrainage des orphelins ou kafala consiste à assumer la responsabilité de prendre soin et de soutenir les pauvres et les orphelins qui ont perdu le soutien familial. Cela inclut la fourniture des besoins de base tels que la nourriture, le logement et l'éducation, ainsi que le soutien psychologique et moral. Le président du conseil régional d'Arta a saisi cette opportunité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude aux zakataires et aux grands parrains seniors pour leurs précieuses contributions. Le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabali Ahmed, a souligné dans son intervention que parmi les principales catégories bénéficiaires de la zakat collectée en 2023 figuraient les pauvres, les personnes vulnérables, les personnes âgées ainsi que les familles des orphelins. Il a également saisi cette occasion pour adresser ses félicitations au président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Marguerite, fondateur de Douane et Zakat, et à la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, et le peuple djiboutien. M. Dabali a souligné également que les projets de parrainage et des zakats contribuent efficacement, année après année, à améliorer les conditions de vie des couches sociales les plus vulnérables de la société. Pour sa part, le directeur général de la douane Zakat a évoqué dans un bref discours les objectifs de leur déplacement à Arta, soulignant que lors de cette visite, il distribue le produit de la zakat de l'année 2023 et les 3e et 4e tranches de parrainage d'orphelins de l'année 2023. Il a noté que ce type d'événement est une occasion très importante de remercier le président de la République et au ministre des Affaires musulmanes pour son soutien indéfectible au programme et au projet de cette fondation. M. Suleiman Hussein a également profité de cette opportunité pour exprimer ses remerciements et son appréciation aux bienfaiteurs et parrains, demandant le Tout-Puissant de leur bénir avec leur argent et d'accepter la zakat et le parrainage de leur part. Direction le nord, Obok, où dans l'après-midi du dimanche 17 mars 2024, la région d'Obok a vécu un moment de grande importance avec la distribution d'équipements sportifs et le lancement officiel du tournoi du Ramadan. Cet événement qui s'est tenu à Hayou, au CDC d'Obok, a réuni les plus hautes autorités de la région, ainsi que de nombreux participants et organisateurs. La cérémonie de distribution d'équipements et de lancement des tournois a été honorée par la présence de hauts dignitaires de la région, notamment le préfet de la région, le président du conseil régional, le sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Étaient également présents les élus régionaux, les responsables des services déconcentrés et les représentants des associations des jeunes organisatrices de ces tournois. Au programme, plus de 60 équipes participent aux différents tournois qui se dérouleront dans la ville de Hayou et ses localités. Les tournois sont organisés dans plusieurs catégories allant de minimes aux seniors, offrant ainsi une opportunité d'engagement sportif. Ce moment de rassemblement et de compétition reflète l'engagement de la région d'Obok en faveur de la promotion de l'épanouissement de la jeunesse. Ces tournois de Ramadan constituent une occasion unique de renforcer les liens sociaux, de promouvoir les valeurs du fair play et de célébrer l'esprit du Ramadan dans un cadre convivial. Le CDC d'Obok et l'ensemble des associations de jeunes organisatrices de tournois expriment leur gratitude envers tous les participants et les partenaires, mais aussi les bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement. Il invite la population locale à venir nombreux soutenir les équipes et à participer à cette célébration sportive durant ce mois béni du Ramadan. On écoute une réaction recueillie auprès d'un participant. Réunis ici pour le lancement des Jeux du Ramadan. Ces Jeux vont se dérouler durant tout le mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, nous avons effectué le lancement de ces Jeux. Inch'Allah, ces Jeux ne se pratiqueront pas seulement à Obokville, au CDC d'Obok, non seulement, mais aussi dans les localités, comme Fontahelo, Bodo Taïla. Donc il y a beaucoup de localités qui ont souhaité
donc organiser ces jeux et nous leur avons permis d'organiser aussi ces jeux en leur apportant les moyens logistiques. Tel que vous avez vu tout à l'heure, nous avons distribué les équipements et les récompenses pour ces localités. Alors je dis à toutes les équipes donc, qui prennent part à ces jeux, bonne chance. Salam alaikum wa rahmatullah. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, les forces israéliennes ont lancé une incursion à l'hôpital Shifa de Gaza City hier, accusant les Hamas de l'utiliser comme base, suscitant de préoccupations humanitaires alors que des civils ont été affectés. Selon le ministère de la Santé de Gaza, un incendie à l'entrée de l'hôpital a provoqué des suffocations parmi les femmes et les enfants. Les médias israéliens rapportent que l'armée a pris le contrôle de l'établissement et a détenu 80 personnes, suscitant des inquiétudes quant au respect des normes humanitaires ou au respect du droit international. La population de Gaza City, déjà confrontée à des conditions très difficiles, a été encore plus durement touchée par cette incursion. Des centaines de Palestiniens attendaient désespérément de l'aide alimentaire, tandis que dans le nord de Gaza, largement dévasté et isolé depuis plusieurs mois par les forces israéliennes, la situation humanitaire est particulièrement alarmante. Le groupe d'aide humanitaire a souligné les défis majeurs auxquels ils sont confrontés pour livrer de l'aide à Gaza en raison des restrictions israéliennes, des hostilités en cours et de la détérioration de l'ordre dans la région. Cette incursion à l'hôtel Shifa souligne une fois de plus les défis humanitaires croissants dans la région et la nécessité urgente d'une action internationale pour atténuer les souffrances des civils pris au piège dans ce conflit. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.